Le débat tant attendu, vous l'avez compris, entre Joe Biden et Donald Trump en direct sur BFM TV. Nous sommes en Géorgie, un État clé pour la course à la Maison-Blanche. Dans quelques moments, le président des États-Unis va débattre l'ancien président des États-Unis. Ils sont les candidats de leur parti. Bienvenue aux téléspectateurs aux États-Unis et dans le monde entier, dans nos studios d'Atlanta. C'est le débat présidentiel de CNN. Ce débat est produit par CNN et il est diffusé en direct sur CNN, CNN International, CNN.com, CNN Maps et CNN Espagnol. Il s'agit d'un moment clé entre le président Joe Biden et l'ancien président Donald Trump. Et nouveau débat pour gagner une nouvelle. Et il ne reste que 4 mois avant les élections. Bonsoir, je suis Dana Bash et je suis présentatrice et co-présentatrice. Je co-présente ce débat. Notre travail consiste à faciliter le débat entre les deux candidats ce soir. Avant de les présenter, nous allons parler des règles du débat. L'ancien président Trump sera à gauche de l'écran, M. Biden sera à droite. Et c'était un tirage au sort. Chaque candidat aura 2 minutes pour répondre à une question et 1 minute pour des réponses et ensuite une réponse à la réponse et 1 minute pour clarifier. Selon Lorsqu'il est temps pour un candidat de s'exprimer, son microphone sera allumé. Le microphone de son opposant sera éteint. Si un candidat interrompt l'autre lorsque son micro est éteint, il sera difficile de le comprendre pour les téléspectateurs. À la fin du débat, chaque candidat aura 2 minutes pour une conclusion. Il n'y a pas d'audience dans le studio et le contact avec les membres de la campagne ne sont pas permis durant le débat. Les 2 candidats et leur campagne ont accepté ces règles. Donc, bienvenue maintenant le 46e président des États-Unis, M. Joe Biden. Great to be here. Thank you. Bonsoir. Et bienvenue au 45e président des États-Unis, M. Donald Trump. Messieurs, merci d'être ici. Commençons par un sujet qui est la préoccupation principale des électeurs, c'est-à-dire l'économie. Président Biden, l'inflation a ralenti, mais les prix demeurent élevés. Depuis que vous êtes président, le prix des produits essentiels a augmenté. Par exemple, un panier qui coûtait $100 à l'époque coûte maintenant $120. Les prix ont augmenté de 30%. Qu'est-ce que vous dites aux électeurs qui disent que c'est pire selon votre présidence qu'à chez Trump? Eh bien, il faut voir ce que j'ai hérité en arrivant à la présidence, que Trump m'a laissé. L'économie était en chute libre, la pandémie a été très mal gérée, on nous a dit que ce n'était pas bien dangereux, qu'on pouvait s'injecter des produits chimiques, l'économie s'est effondrée, le chômage était à 30%, c'était terrible, et donc ce qu'on a dû faire, c'est rebâtir les choses. Et c'est ce que l'on a commencé à faire. Nous avons créé 15 000 nouveaux emplois. Nous avons maintenant 800 000 nouveaux emplois dans les usines et il y a encore beaucoup de travail à faire. La classe moyenne a encore beaucoup besoin de travail. En Pennsylvanie où j'ai grandi, on avait des moments de l'année qui étaient difficiles et puis le prix du pétrole, de l'essence, des logements, tout ça, ce sont des défis pour les Américains et nous allons œuvrer à réduire le coût de ces produits de base
notamment de l'immobilier. Nous allons aussi mettre des limites sur les loyers pour que les entreprises ne profitent pas des Américains. Qui plus est, nous sommes dans une situation où, si l'on regarde tout ce qu'on a fait dans l'administration de Donald Trump, en fait, pas grand-chose n'a été fait. Et c'était un véritable chaos quand il est parti. Et donc, on a dû rebâtir les choses, créer les emplois, nous assurer que nous avons une situation où, par exemple, le prix des médicaments a été réduit. C'est très important pour les gens. $15 pour une dose d'insuline, alors qu'avant c'était $400. Aucune personne âgée ne doit payer plus que $200 pour les deux médicaments dont il aura besoin à partir de l'année prochaine. Et c'est une situation qu'on va étendre à tous les Américains. Nous travaillons à réduire les prix des biens pour les Américains. Merci. Les États-Unis sont la plus grande économie du monde. L'économie ne s'est jamais portée aussi bien. Nous suscitons l'admiration des autres pays qui nous imitent, notamment pendant la pandémie de Covid, et quand nécessaire, nous avons dépensé l'argent qu'il fallait. Donc, on était dans une situation qui était comparable à celle de la Grande Dépression en 1929 et quand j'ai quitté la présidence, en fait, l'économie se portait très bien, notre situation militaire était excellente, mais nous n'avons jamais, en fait, recueilli les lauriers de ces efforts que nous avons accomplis. D'autres présidences ont été désastreuses pour notre pays et quand j'ai quitté la présidence, en fait, les vies étaient meilleures. Les emplois qui étaient créés avant que je n'arrive au pouvoir étaient pour les immigrés clandestins et le travail fait par Joe Biden n'est pas bon. La plus grande économie du monde. Mais oui, ça c'est quelque chose qu'on peut tous penser. Le fait est que nous sommes dans une situation où l'économie de Trump était bénéfique aux plus riches. Il a offert $2 trillions à l'industrie. C'est le seul président à avoir fait ça. C'est le seul depuis Hoover qui a perdu plus d'emplois qu'il n'en a créé. Ensuite, concernant l'armée, quand il était président, on tuait encore des gens en Afghanistan et Donald Trump n'a rien fait. Quand il était président, nous étions encore dans une situation où il y avait cette notion qu'on était un pays sûr. Mais la vérité, c'est que je suis le seul président du siècle, de la décennie, où je n'ai pas eu autant de morts que lui. Monsieur le Président Trump, je voudrais... Est-ce que je peux lui répondre? Vous pouvez le faire avec la minute qu'on va vous donner. Vous voulez imposer une taxe de 10% sur les biens qui viendront aux États-Unis. Comment cela ne va pas augmenter les prix? Mais non, cela ne va pas augmenter les prix. Cela va simplement empêcher que des pays comme la Chine et d'autres pays, il faut être juste avec la Chine, arrêtent de profiter des États-Unis. C'est quelque chose qui va nous permettre de réduire notre déficit et cela va dégager des marges de manœuvre pour d'autres choses. La seule chose que Joe Biden a dit et qui, là où il avait raison, c'est qu'en fait, c'est les baisses d'impôts les plus spectaculaires qui ont été sous ma présidence. Et ensuite, il y a eu en fait effectivement une perte d'emploi, mais ça a rebondi et maintenant c'est lui qui en profite. Ensuite, il dit que l'inflation était de 9%. Non, en fait, l'inflation n'existait pas quand il est arrivé au pouvoir. Et ensuite, les dépenses fédérales ont été complètement irresponsables. Ce gouvernement a agi de manière complètement irresponsable. C'est vraiment un des pires gouvernements qu'on a eu. Pour ce qui est de l'Afghanistan maintenant, j'étais en train de retirer nos soldats d'Afghanistan, mais dans une bonne position. Or, c'était la manière dont les États-Unis ont quitté l'Afghanistan était honteuse. Sous vos deux administrations, la dette a augmenté de façon considérable. Et selon une analyse transpartisane, votre administration avait approuvé 8 000 milliards de dettes et vous, M. Biden, 4 000 milliards. Donc, de nombreuses des réductions d'impôts que vous avez mis en place vont expirer l'année prochaine. Vous voulez aller encore plus loin avec les États-Unis qui font face à des déficits de milliers de milliards. Pourquoi est-ce que les entreprises et les plus riches perdent encore moins d'impôts? Parce que les réductions d'impôts, en fait, favorisent la croissance. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a eu cette spectaculaire relance que nous avons vue récemment. Et nous avons fait bien mieux que n'importe quel autre pays. Et c'est grâce
grâce aux réductions d'impôts. Donc, quand on réduit les impôts, notamment les impôts des entreprises, qui ont été réduits de 10%, 39 à 29%, eh bien, nous avons en fait vu les recettes fiscales augmenter et le rapatriement des grandes entreprises. Et ensuite, on a pu en fait utiliser les richesses naturelles de notre pays, donc l'exploitation de pétrole de schiste et de gaz. Et donc nous avons fait de nombreuses choses et c'est pour cela qu'il a pu profiter de la situation formidable que je lui ai laissée grâce à ce que mon gouvernement a fait. Souvenez-vous, sous son administration, davantage de personnes sont mortes alors même que nous avions trouvé des solutions aux problèmes qui en sont responsables. Et nous étions en fait en train de continuer notre travail, mais on n'en parle pas. En fait, il y a eu davantage de décès sous le mandat de M. Biden. Il y a notamment le vaccin. Et c'est en fait quelque chose qui a rencontré la désapprobation de la population. Vraiment, mauvais travail. Par ailleurs, il y a l'image des États-Unis à l'étranger. Il y a une perte du respect. C'est comme si on était devenu un pays du tiers-monde. Et donc, il y a l'instrumentalisation des élections, la manière dont il y a du harcèlement politique, c'est en fait vraiment un scandale, c'est un niveau tiers-monde. Et d'ailleurs, je vais demander à M. Biden que pourquoi a-t-il en fait permis que des millions de personnes qui étaient dans des prisons, des hôpitaux psychiatriques, etc., viennent dans notre pays. Président Trump, on va parler de l'immigration plus tard. Monsieur le Président Biden, je voudrais vous donner une opportunité de répondre à cette question sur la dette. C'est lui qui avait eu la plus grande dette sous un président de notre histoire. Ensuite, la baisse des impôts a été bénéfique pour les plus riches. Moi, j'ai réglé le système fiscal. On a 1000 milliardaires en Amérique. Et ce qui se passe, c'est qu'on est dans une situation où ils payent 8,2% d'impôts. Si ces milliardaires payent 25%, on pourrait récupérer 500 milliards de dollars sur 10 ans. On pourrait effacer la dette, on pourrait faire tout ce qu'on doit faire pour les soins des enfants, des personnes âgées, pour renforcer notre système de santé, nous assurer que toute personne dans le besoin peut avoir accès à ces services de santé comme j'ai pu le faire avec le Covid. Écoutez, si on... Merci, Monsieur le Président Biden. Monsieur Trump. Oui, effectivement, Medicare, c'est quelque chose qui, en fait, est mort sous la présidence Biden. En effet, tous ces immigrants clandestins, en fait, ils profitent de la sécurité sociale et la sécurité sociale va sombrer. Ce qui veut dire que le président Biden est, en fait, quelqu'un qui va, à lui tout seul, détruire la sécurité sociale. La sécurité sociale va s'effondrer. Medicare va s'effondrer. Et donc oui, il a eu raison de terminer sa phrase comme il l'a fait. Ce qui se passe avec notre pays, c'est vraiment un scandale. Ces 4 dernières années, c'est vraiment quelque chose d'absolument incroyable. Et d'ailleurs, de nombreuses personnes sont stupéfaites des erreurs qui sont faites. Par ailleurs, les Américains ne sont pas appréciés à l'étranger. On leur donne en fait tout ce dont ils ont besoin et tout le monde pense qu'en fait, on aime beaucoup, qu'on profite de nous. Nous faisons beaucoup pour d'autres pays ne font rien pour nous. En fait, ce qu'a fait le président Biden est criminel. Merci, Monsieur le Président Trump. C'est la première élection présidentielle depuis que la Cour suprême a annulé la décision Roe v. Wade. Et récemment, la Cour a également pris une nouvelle décision sur permettant des avortements d'urgence dans l'État de Idaho. Monsieur l'ancien président Donald Trump, vous prenez crédit pour la décision d'annulation de Roe v. Wade. En effet. Cependant, le gouvernement fédéral continue de jouer un rôle sur l'accès des femmes aux médicaments permettant l'avortement. Il s'agit là de 2/3 des avortements. En tant que président, est-ce que vous allez interdire ces médicaments? Alors tout d'abord, la Cour suprême vient de valider l'utilisation de la pilule
pour avorter. Et non, je ne bloquerai pas l'accès à la pilule d'avortement. Et bon, quand on regarde le problème, c'est à la fois complexe et pas si complexe que ça. Il y a 40 ans, c'était en fait Roe v. Wade, l'arrêt de la Cour suprême. Et tout le monde, en fait, de tous les côtés, d'ailleurs les leaders religieux également, voulaient qu'on donne à nouveau les pouvoirs aux États. Donc, j'ai permis à la Cour suprême, en fait, de permettre aux États de pouvoir se prononcer sur les politiques d'avortement. Et donc, il y a quelques années, en fait, on discutait du nombre de semaines, etc. Mais tous les spécialistes, tout le monde voulait, en fait, que ce soit les États qui puissent se prononcer. Et d'ailleurs, l'Idaho, vous l'avez dit, c'est le résultat un peu plus libéral que ce qu'on attendait. La même chose pour le Kansas. Au Texas, c'est différent. En Floride, c'est encore différent. Mais chaque État, en fait, décide de sa politique d'avortement. Cela, en fait, rend le pouvoir au peuple. Roe v. Wade, effectivement, permet des exceptions. Je crois que c'est important, effectivement, de permettre que l'on puisse croire à l'exception, et je crois à l'exception. Je pense effectivement qu'en cas d'inceste et quand la vie de la mère est en jeu, oui, il faut pouvoir prévoir ces situations et faire ce qui est nécessaire. Et puis, par ailleurs, il faut se faire élire. Ça, c'est un autre sujet. En fait, l'avortement à 8 mois, à 9 mois, et même en fait après la naissance, mais c'est fou. Par exemple, le gouvernement de Virginie en fait était disposé à le faire. Par exemple, mettre de côté le bébé et décider si le nouveau-né en fait pouvait être tué ou pas. Donc là, maintenant, on rend le pouvoir aux États fédérés et c'est vraiment excellent. Non, ça a été terrible ce qu'il a fait. La majorité des spécialistes en droit soutenaient Roe v. Wade. Et cette idée qu'ils étaient tous contre, elle est ridicule. Et si ce type nous dit que tous les États doivent décider, le fait est qu'au bout de 6 semaines, quand on ne sait pas si on est enceinte, en fait, on n'a pas le droit de consulter un médecin pour savoir si on a besoin d'aide. L'idée que les États vont décider, c'est comme dire que les droits civiques doivent être délégués aux États. Il y a tellement de jeunes femmes, dont une qui a été assassinée. Et cette idée qu'elle a été assassinée par un immigrant qui est venu, il parle de ça. Mais en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont violées par leur belle famille, par leurs frères, sœurs. C'est fou, c'est ridicule, et ces personnes ne peuvent rien faire. Et ils doivent traverser la frontière pour aller dans d'autres États. De nombreuses jeunes femmes ont perdu la vie, et notamment par les personnes qui immigrent clandestinement. La frontière est en fait un des endroits les plus dangereux du monde. Et en fait, il ouvre grand les frontières pour que tous ces violeurs, ces assassins viennent dans notre pays. C'est vraiment terrible, notamment pour nos jeunes femmes. Et maintenant, donc, on peut dire que la question de l'avortement est décidée par les États fédérés. Très souvent, en fait, c'est une politique assez libérale. Et dans certains cas, ce n'est pas le cas. Mais en fait, on rend le pouvoir aux électeurs. Et d'ailleurs, c'est quelque chose dont les pères fondateurs se féliciteraient. Bon, à l'époque, ça n'existait pas. Reagan voulait qu'on aille dans cette direction. Tout le monde le voulait. De nombreux présidents ont essayé de faire en sorte que ce soit les États fédérés. Et moi, j'ai réussi à le faire. En fait, c'est une manière de permettre aux électeurs de décider ce qu'ils voulaient. Et tous les juristes le voulaient. Nous restons sur le même sujet. Président Biden, 7 États. Nous restons sur le même sujet. Donc, 7 États n'ont pas de restrictions légales sur le moment auquel une femme peut obtenir un avortement. Est-ce que vous soutenez des limites légales au moment de l'avortement? Je soutiens Roe v. Wade, à savoir les 3 trimestres. D'abord entre la femme et son médecin, ensuite entre le médecin et une situation extrême, et ensuite entre la femme et l'État. L'idée que les pères fondateurs voulaient que les politiciens décident sur la santé des femmes, elle est ridicule. Aucun politicien ne devrait prendre cette décision. C'est à un médecin de prendre cette décision. Et c'était l'objectif de Roe v. Wade que je restaurerai.
Cela veut dire en fait donc que la vie de l'embryon peut être prise et en fait jusqu'à la fin de la grossesse et même après la naissance, la vie du nouveau-né. Là, je pense à l'ex-gouverneur de Virginie. Donc, en fait, Morrivel, lui, est tout à fait disposé à ce que l'embryon soit tué, y compris jusqu'à 9 mois. En fait, personne ne le veut, ni les républicains, ni les démocrates. Tu mens, c'est faux. Roe v. Wade ne prévoit pas ça. Ce n'est pas la circonstance prévue que quand la vie de la mère est en danger, cela peut se faire. Mais nous ne sommes pas favorables à des avortements tardifs. Avec Roe v. Wade, en fait, on peut avoir cet avortement extrêmement tardif et on peut faire ce qu'on veut, en fait. Et nous pensons que c'est quelque chose de mauvais, c'est radical. Nous pensons ici que ce sont les démocrates qui sont les radicaux. Pendant 51 ans, c'était la loi. 51 ans qu'on est d'accord que c'était la bonne solution. 51 ans et ça a été supprimé parce que ce gars a nommé des juges conservateurs. Et il en est fier. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire si les républicains MAGA contrôlent le Congrès et qu'ils adoptent une interdiction fédérale de l'avortement à 6 semaines, 8 semaines, 10 semaines, un chiffre très conservateur. Est-ce qu'il va signer une telle loi? Moi, je m'y opposerais, lui, il la signerait. On va parler de l'immigration et les frontières. Monsieur le Président Biden, un nombre record de migrants a traversé la frontière sud sous votre présidence. Et des villes telles que New York et Chicago ont vu des problèmes de sécurité affleurer. Pourquoi est-ce que les électeurs devraient vous faire confiance? Parce que nous travaillons dur pour obtenir un accord bipartisan qui va changer déjà tout ça et nous assurer que nous sommes dans une situation où il n'y a pas de circonstances où les migrants peuvent traverser la frontière. Nous avons augmenté le nombre de patrouilles. Et d'ailleurs, les forces aux frontières me soutiennent, moi et ma candidature. Quand Trump était président, il séparait les bébés de leur mère, il les mettait dans des cages, il séparait les familles. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce que moi j'ai fait depuis que j'ai changé la loi, eh bien maintenant, nous avons une situation où 40% de migrants en moins par rapport à quand Trump a quitté la présidence. Et nous travaillons à une interdiction, à une nouvelle initiative concernant les forces aux frontières. Monsieur le Président Trump, en fait, je ne comprends même pas ce qu'il dit, et peut-être ne le sait-il pas lui-même d'ailleurs. Donc, la sécurité, j'ai réussi à rétablir la sécurité à notre frontière méridionale. En fait, il suffisait de laisser les choses en l'état. Non, il a décidé d'ouvrir les frontières. Et on voit en fait entrer dans notre pays clandestinement des personnes qui sortent de prison, qui sortent d'hôpitaux psychiatriques, qui sont des terroristes de tous les pays en fait, qui traversent par la passoire de la frontière du Sud, qui vient du Moyen-Orient d'ailleurs. Et en fait, lui, il n'a simplement rien fait. Moi, j'ai dit qu'il fallait fermer la frontière et donc, dans les derniers mois de ma présidence, nous avions la frontière la plus sécurisée et la plus sûre. Et d'ailleurs, la police des frontières, en fait, soutenait ma position, contrairement à ce que dit M. Biden. En tous les cas, on avait la sécurité à notre frontière et maintenant, c'est tout l'inverse. On n'a jamais connu une situation comme cela. Et d'ailleurs, les gens meurent. Merci, Monsieur le Président Trump. Monsieur le Président Biden aussi. Le seul terroriste qui a traversé la frontière l'a fait sous l'administration Trump. C'est un terroriste d'Al-Qaïda qui a tué 3 soldats américains. C'est le seul terroriste. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun terroriste qui a traversé la frontière, mais cette idée qu'il remplisse nos prisons, elle est fausse. Il n'y a pas de données qui prouvent cela. Il exagère, il ment. Monsieur le Président Trump, toujours sur l'immigration, vous avez dit que vous allez pratiquer la plus grande déportation de l'histoire des États-Unis. Est-ce que ça veut dire que vous allez enlever des gens notamment dont les époux sont des citoyens américains qui vivent ici depuis des décennies, et comment allez-vous le faire? Alors, un instant.
Il a dit qu'en fait, il y avait eu 3 personnes tuées sous ma présidence. En fait, c'était le fait des 2 plus grands terroristes dans le monde qui ont eu un impact énorme sur tout, et pas seulement sur les frontières. Non, en fait, c'est lui qui est responsable de décès, notamment de centaines de milliers de personnes qui sont mortes, et ensuite tous les problèmes de sécurité. Maintenant, c'est à New York, en Californie, que des immigrants clandestins tuent nos concitoyens. Parce que maintenant, chaque État fédéré se trouve en première ligne. C'est à cause des politiques extravagantes du gouvernement actuel que, en fait, nos concitoyens sont tués. En fait, on parle de crimes, de criminalité liée aux migrants. Non, c'est la criminalité liée à Biden. J'ai parlé à la mère d'une des victimes. La petite fille avait 12 ans. C'est vraiment horrible ce qui s'est passé. Ce qui se passe dans notre pays est vraiment scandaleux. Nous sommes devenus un pays ensauvagé. Biden a ouvert les frontières et on fait face à une situation qui est du jamais vu. Et il faut effectivement expulser, sinon le pays va être détruit. Ils vivent dans des hôtels de luxe à New York et dans d'autres endroits, alors que l'on voit des vétérans des forces américaines qui sont sans domicile et qui vivent dans la rue et qui meurent. Mais non, Joe Biden, il n'aime pas les militaires, l'armée et les vétérans. Moi, l'armée me soutenait. Tous les progrès que j'avais réussi à obtenir, en fait, ont été détruits par le présent gouvernement. Et je pense, en fait, que très souvent, en fait, les politiques ont été supprimés simplement parce que moi, j'étais en faveur. Mais il est responsable, en fait, de... Tout ce qu'il vient de dire est un mensonge. Tout. Les vétérans, déjà, sont dans une meilleure situation depuis la dernière loi que nous avons adoptée. 1 million d'entre eux ont maintenant une assurance, et leurs familles aussi. Parce qu'à cause de l'agent orange ou d'autres sources de maladies, ils sont couverts. On est également dans une situation où nous respectons les vétérans. Mon fils a passé 1 an en Irak à côté de ces fumées, et quand il est rentré, il a eu un cancer. J'étais en France récemment pour la séparation du débarquement et j'ai parlé avec ces héros. Je suis allé au cimetière américain où j'ai parlé avec un général qui nous a dit que Trump les traitait de perdants. Mon fils n'était pas un perdant, tu es un perdant. Alors, la citation « Suckers and Losers » des nuls, c'est franchement une citation inventée. C'est maintenant quelque chose qui a été diffusé. En fait, cela n'a aucun fondement. Et en fait, franchement, qui dirait cela? On est dans un cimetière militaire. Je parle de nos vétérans, c'est tout simplement impensable. Mais bon, puisqu'il a amené le sujet, personne n'a pris autant soin de nos soldats, de nos membres des forces armées que moi. Vous croyez vraiment que je les traiterais de nuls devant nos généraux? Non. En fait, c'est une citation invencée. Non, je n'ai jamais dit cela. C'est comme les 51 agents de renseignement, la citation Russie, 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 les 60 économistes ou les 16 économistes. En fait, la question de la désinformation russe, non, c'est quelque chose qui n'était pas de la désinformation russe, c'était son fils Hunter. Et donc, Suckers et Losers, c'est quelque chose qui nécessite des excuses. Un général 4 étoiles a dit qu'il l'avait dit. Fin de l'histoire. Ensuite, l'idée que je devrais m'excuser auprès de vous pour quoi que ce soit est farfelue. Nous avons fait plus pour les vétérans que n'importe quelle autre administration de l'histoire. Notre obligation est de nous occuper de nos vétérans, de leurs familles et de les équiper lorsqu'ils partent en guerre. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons pour les vétérans plus que par le passé. Merci. Nous allons revenir à la politique étrangère. Je voudrais commencer par la guerre de la Russie contre l'Ukraine qui entame sa 3e année. Monsieur l'ancien président Trump, le président russe Vladimir Poutine dit qu'il n'achèvera cette guerre que si la Russie conserve les territoires ukrainiens qu'elle a revendiqués et si l'Ukraine abandonne sa volonté de rejoindre l'OTAN. Est-ce que c'est acceptable pour vous?
Tout d'abord, nos vétérans, les membres des forces armées, ils détestent Biden. Ils pensent qu'en fait, c'est le pire commandant suprême qu'on ait jamais eu. Donc, franchement, il faut arrêter. Et en fait, je leur conviens bien mieux. Et ça, c'est quelque chose qui s'appuie sur toutes les informations disponibles. Alors maintenant, la Russie et l'Ukraine. Si on avait vraiment un président qui était respecté par Vladimir Poutine, eh bien, l'Ukraine n'aurait pas été envahie. Il y a énormément de morts. En fait, on ne sait d'ailleurs pas le nombre exact, on peut doubler, tripler probablement. En fait, on peut dire que le président Biden a encouragé la Russie. Le désastre de l'Afghanistan est quelque chose qui était si honteux, une telle tâche pour la réputation de notre pays que Poutine s'est dit que face à une telle incompétence, en fait, non, ce qu'il faut, c'est franchement faire démissionner les généraux. Aucun général qui a été responsable de cette débâcle afghane n'a dû quitter ses fonctions. On a dépensé des sommes folles et on a perdu des vies, des précieuses vies. Et par ailleurs, en fait, on a laissé derrière nous des citoyens américains. Et donc, Poutine, il s'est simplement dit que, voilà, finalement, je vais faire comme je veux. Donc, il n'aurait jamais envisagé d'envisager l'Ukraine. C'est comme Israël, en fait. Israël n'aurait jamais subi l'attaque du Hamas sous ma présidence. Parce que, en fait, j'aurais asséché leurs finances et, en fait, il n'y aurait pas eu d'argent pour faire pour mener ce genre d'action terroriste. C'est d'ailleurs pour cela qu'il n'y a pas eu d'action terroriste sous mon gouvernement, alors que là, c'est des incendies qui se déclenchent partout. Président Biden. Je n'ai jamais entendu autant de sottises dans toute ma vie. Bon, commençons par la fin. L'Iran a attaqué des troupes américaines, ont causé beaucoup de dommages aux troupes américaines et il n'a rien fait. Pendant qu'il était président, ils ont été attaqués. Et ils ont dit, non, non, c'est juste des maux de tête. Il n'a rien fait quand ils nous ont attaqués. Deuxièmement, nous avons rapatrié 100 000 Américains que nous avons sortis d'Afghanistan. Troisièmement, nous sommes dans une situation où, si vous regardez ce qu'a fait Trump en Ukraine, il a dit « fais ce que tu veux, fais ce que tu veux » à Poutine. Et c'est exactement ce qu'a fait Trump. Fais ce que tu veux. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dit qu'il prendrait Kiev en 5 jours. L'ancienne URSS, qui voulait récupérer Kiev. Et il n'a pas fait du tout ça. Il n'a jamais réussi à prendre Kiev. Et ils ont perdu des milliers de troupes. Je vous remercie. Président Trump, je voudrais revenir vers vous, mais je souhaiterais revenir sur ma question de départ. Est-ce que les conditions de Poutine vous semblent acceptables? Non, les conditions de M. Poutine ne sont pas acceptables. Mais en fait, cette guerre n'aurait jamais dû commencer. En fait, 200 milliards de dollars ont été donnés à l'Ukraine, ou plus. C'est quand même beaucoup d'argent. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il y ait d'efforts comparables dans notre histoire. À chaque fois que Zelensky se rend aux États-Unis, en fait, il repart avec 60 millions de dollars. Donc, je ne me moque pas du président ukrainien. Je dis simplement que l'argent qui est dépensé, qui est consacré au conflit entre l'Ukraine et la Russie, est quelque chose qui n'aurait pas dû se produire. Et donc, quand en janvier je redeviendrai président, en fait, je mettrai une fin. Je remettrai Poutine et Zelensky autour de la même table pour éviter tous ces décès stupides. Président Biden, vous avez une minute. Le fait est que Poutine est un criminel de guerre. Il a tué des milliers de personnes. Et il a été très clair sur une chose, c'est qu'il veut recréer l'Empire soviétique. Pas qu'une partie, il veut toute l'Ukraine. C'est ça qu'il veut. Vous pensez qu'il va s'arrêter là? Vous pensez qu'il va s'arrêter? Il a l'Ukraine. Qu'est-ce qui va arriver à la Biélorussie et à ces pays de l'OTAN? Si vous voulez une guerre, vous allez la voir. S'il fait ce qu'il a dit et qu'il s'en va, d'ailleurs, tout cet argent qu'on envoie en Ukraine, en fait, on leur envoie des armes que l'on fabrique aux États-Unis, pas de l'argent.
Et nos alliés de l'OTAN financent autant l'Ukraine que nous. Voilà pourquoi nous sommes forts. Merci. Nous allons passer au Moyen-Orient. En octobre, le Hamas a attaqué Israël, tuant plus de 1000 personnes et prenant des centaines de personnes en otage. Parmi les personnes qui sont encore en otage, il y a 5 Américains. Israël a tué des milliers de Palestiniens en retour et a créé une situation humanitaire très difficile à Gaza. Président Biden, vous avez fait une proposition pour résoudre ce conflit, mais le Hamas n'a pas encore libéré les otages et Israël poursuit son offensive à Gaza. Donc, quels autres arguments qu'est-ce que vous allez utiliser encore pour pousser Israël et le Hamas à mettre fin à la guerre? Vous avez 2 minutes. Premièrement, tous les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies jusqu'au G7, les Israéliens et Netanyahou ont soutenu mon plan que j'ai présenté, qui se divise en 3 parties. La première, échange des otages pour un cessez-le-feu. Deuxième phase, cessez-le-feu avec conditions supplémentaires. Troisième phase, fin de la guerre. Le seul qui veut que la guerre continue, c'est le Hamas. Nous poussons pour qu'ils acceptent. Pendant ce temps-là, en Israël, j'ai juste pas voulu qu'ils utilisent les bombes de 2000 kilos parce qu'elles ne sont pas très adaptées aux populations. Mais sinon, je les fournis en armes. Et puis, je suis celui qui a organisé le monde contre l'Iran lorsqu'ils ont attaqué Israël. Personne n'a été blessé. Pas un Israélien n'a été tué. Et cette attaque s'est arrêtée. Nous avons sauvé Israël. Nous sommes le plus gros soutien à Israël dans le monde. Et ce sont 2 choses différentes. Le Hamas ne peut pas continuer. Nous continuons à envoyer nos experts et notre renseignement pour lutter contre le Hamas comme nous l'avons fait contre Ben Laden. Et d'ailleurs, ils ont été très affaiblis, le Hamas. Et c'est bien, il faut éliminer le Hamas, mais il faut faire attention concernant les armes que l'on utilise, là où il y a des populations. Je vais revenir à l'Ukraine, si vous le permettez. Il y a un océan entre les États-Unis et l'Ukraine. Les nations européennes, ensemble, ont dépensé 100 milliards, peut-être un peu plus, mais en tout cas beaucoup moins que nous. Et donc, en fait, moi, quand j'étais président, que j'ai parlé à l'OTAN et que le secrétaire général a dit que Trump faisait un travail formidable. En fait, le budget de l'OTAN, c'était pratiquement 100% américain. Et donc, je pense qu'il faut demander aux Européens de mettre l'argent sur la table. En fait, il y a un océan entre nous et l'Europe, et pourtant nous dépensons beaucoup plus. Et pour le Hamas et Israël, en fait, Israël veut continuer la guerre. Il faut laisser Israël terminer le travail. Non, en fait, Biden, il veut soutenir les Palestiniens, mais en fait, il ne l'aime pas parce qu'il est très faible. Président Biden, vous avez 1 minute. Je n'ai jamais entendu autant de sottises. C'est lui qui voulait quitter l'OTAN. Il voulait quitter l'OTAN. L'idée. Notre force, elle est dans notre alliance. Il y a peut-être un océan, mais il faut éviter la guerre en Europe. Parce que sinon, Poutine va continuer à attaquer l'OTAN. Mais on a l'article 5. Si on attaque un membre de l'OTAN, on attaque tout l'OTAN. Donc, si Poutine veut faire la guerre, qu'il essaye. Parce que si on laisse prendre l'Ukraine, après, il va s'attaquer à la Pologne et aux autres. Trump n'a aucune idée de quoi il parle. Et j'ai 50 autres pays dans le monde qui, grâce à moi, soutiennent l'Ukraine, dont le Japon, la Corée du Sud, car ces pays comprennent que ce genre de menace la paix mondiale. Aucune guerre européenne ne s'est tenue qu'à l'Europe. Président Trump. Une question suivante. Est-ce que vous soutiendriez la création d'un État palestinien indépendant? Il faudrait voir.
Mais avant d'en arriver là, en fait, c'est une question budgétaire. En fait, il y a des accords commerciaux avec les pays européens. Et en fait, si on additionne les pays européens, l'économie européenne, c'est à peu près la même taille que l'économie américaine. Et en fait, nous, on n'exporte pas de voitures, etc. Mais par contre, eux, ils peuvent importer massivement des produits agricoles, leurs voitures, etc. aux États-Unis. Et je veux changer cela. Parce que les Européens ne payent pas. Et en fait, la seule raison, si Biden peut en fait faire ce qu'il veut avec l'OTAN, c'est parce que j'ai obligé les Européens à payer leurs factures en disant que je ne soutiendrai pas l'OTAN si les Européens ne payaient pas. Il y avait une réunion très secrète des nations à l'époque. Il n'était pas encore 32. Eh bien, j'ai tapé du poing sur la table en disant qu'il fallait que les Européens payent. Et tout d'un coup, on a vu des milliards arriver. Et maintenant, en fait, on est revenu en arrière. On paye les factures. Parlons maintenant de la démocratie. Monsieur le Président Trump, je veux vous parler du 6 janvier 2021. Après que vous ayez réuni vos supporters, certains d'entre eux ont fait des émeutes au Capitole pour empêcher le compte des votes électoraux. En tant que président, vous avez prêté serment pour protéger la Constitution et la défendre. Que dites-vous aux électeurs qui pensent que vous avez violé ce serment par vos actions le 6 janvier, qui ont peur que vous le refassiez? Je ne pense pas qu'il y ait de nombreux électeurs qui croient cela. Et le 6 janvier, en fait, notre frontière était fermée au sud. On avait une économie forte. On avait le respect de tous les pays du monde. C'était la situation le 6 janvier. Et maintenant, en fait, où en est-on? Eh bien, tout le monde se moque des États-Unis. En fait, sous la présidence de Biden, la réputation des États-Unis est désastreuse. Et puis, en plus, il y a les poursuites politiques. Vous avez 80 secondes. Qu'est-ce que vous dites aux électeurs qui disent que vous avez violé votre serment par vos actions le 6 janvier 2021 et qui ont peur que vous le refassiez? Non, je n'ai rien dit de tel. En fait, je n'ai pas incité la violence. Je dis qu'il fallait manifester de manière patriotique et pacifique. Et donc, j'ai en fait proposé que 10 000 personnes interviennent et non 10 000 membres de la garde nationale interviennent et non, la maire de Washington, en fait, a refusé. En fait, je me rendais bien compte de ce qui se passait. Moi, ce que je dis, vous savez, en fait, ils vont être nombreux à manifester. Tout le monde le savait. Et donc, j'ai suggéré que la garde nationale soit mobilisée. Et maintenant, cette femme reconnaît qu'elle a en fait refusé l'intervention de la garde nationale. Et d'ailleurs, en fait, je suppose qu'elle n'est pas très contente de ce que sa fille a fait parce que c'est une position délicate. Écoutez, il a encouragé ces gens qui ont envahi le Capitole. J'étais dans le bureau ovale pendant 3 heures où je l'ai vu être supplié par son vice-président et ses collègues républicains de faire quelque chose, de les arrêter. Mais il parlait de patriotisme. Mais en fait, il dit même qu'il va les pardonner. S'ils sont condamnés, il va annuler leur condamnation. Il est allé dans tous les tribunaux pour les douzaines et douzaines d'affaires qu'il y a eu, y compris à la Cour suprême. Et il a été dit non, il est responsable. Il n'a rien fait. Ces personnes devraient aller en prison et ils doivent être tenus responsables. Et lui, il veut qu'ils soient innocentés. Et là, il parlait de bain de sang encore. Ce qui a été fait à certains de ces patriotes, c'est une honte. Vous devriez avoir honte. Vous avez détruit un grand nombre de vies. Quand il y a eu des émeutes à Portland, quand il y a eu des émeutes dans d'autres
partie du pays, à Minneapolis. En fait, si je n'avais pas fait intervenir la garde nationale, en fait, ça aurait été l'émeute des destructions. En fait, Seattle, j'étais disposé à faire intervenir la garde nationale. Et là, d'ailleurs, c'est ce qui a empêché les émeutiers de tout détruire. Donc, patriote et pacifique. Alors, le comité, la commission parlementaire, donc des démocrates, sauf deux républicains qui ne font plus partie du parti, eh bien, en fait, ont considéré qu'on avait raison. Et donc, résultat, les informations, en fait, qui ne leur convenaient pas, ont été détruites. Il faudrait les envoyer en prison. Monsieur le président Trump, Monsieur le président Biden. La seule personne sur scène qui a été condamnée au pénal est en face de moi. Et le fait est que ce qu'il vous dit n'est pas vrai. Le fait est qu'il n'y a eu aucun effort de sa part pour mettre un terme à cet assaut du Capitole. Et toutes ces personnes, tous ceux qui ont été condamnés, doivent l'être et le méritent. Ils ont tué une personne en abattant les portes, les fenêtres, en envahissant les bureaux, en renversant des statues. L'idée que ces personnes sont des patriotes, s'il te plaît. À nos derniers débats en 2020, je lui ai demandé s'il dénoncerait les Proud Boys. Il a dit non, je leur dis de se tenir sur le côté. Est-ce qu'il faut dénoncer ces personnes? Est-ce que Trump dénonce les personnes qui ont envahi le Capitole? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais vous donner une minute, Monsieur le président Trump, pour une question de suivi. Vous avez été déclaré coupable par un jury. Vous avez dit que si vous étiez réélu, vous auriez le droit de vous attaquer à vos opposants politiques. Vous avez parlé de membres de la commission parlementaire, de les envoyer en prison. Vous avez votre principal opposant politique ce soir. Pourriez-vous clarifier ce que vous voulez dire quand vous dites que vous avez le droit de vous attaquer à vos opposants politiques? Ce que je dis, c'est que, en fait, je vais les punir par mon succès. C'est en restaurant, en faisant que notre pays réussisse. En fait, quand Biden parle de condamnation pénale, eh bien, rappelons que son fils a été condamné au pénal et d'ailleurs, ce n'était pas une mince affaire. Et probablement, il aurait dû être condamné auparavant, mais le ministère de la Justice n'a pas agi et donc les délais étaient dépassés. Mais en fait, Joe, il pourrait être condamné au pénal avec tout ce qu'il a fait, toutes ses actions condamnables, toutes les morts dont il est responsable, à la frontière avec le Mexique, ce qui s'est passé en Ukraine. Non, c'est simplement, en fait, cette histoire de dons de ces pots de vin de millions de dollars pour éviter des condamnations. Non, il a de la chance. En fait, moi, je n'ai rien fait de mal. Merci, Monsieur le Président Trump. Monsieur le Président Biden, vous avez dit... Vous voulez répondre. Je vais vous laisser une minute pour répondre. L'idée que j'ai fait quoi que ce soit de problématique est un mensonge. Ensuite, l'idée que l'on peut se venger parce qu'on est président, elle est fausse. Aucun président ne s'est jamais exprimé comme ça par le passé. Aucun président de notre histoire. Troisièmement, les crimes dont vous êtes encore accusé. Il y a toutes ces amendes de millions de dollars pour tout ce que vous avez fait, coucher avec une star du porno, alors que votre femme était enceinte. Mais de quoi tu parles? Alors, je n'ai pas eu de relation sexuelle avec une star du porno, premièrement. Deuxièmement, cette affaire, il y a eu donc un haut responsable du ministère de la Justice qui, en fait, s'est occupé de l'affaire. Et je vais donc faire appel. Il y a eu un juge démocrate terrible. C'était une affaire montée par les démocrates, et à la fois au civil et au pénal. En fait, ça a été... la justice a été utilisée pour poursuivre l'opposition politique. Non, en fait, M. Biden n'a aucune idée du fond de ces affaires. En fait, et ce qui s'est passé, c'est que avec ces procès, cela a encouragé la population à faire des dons. En fait, je pense qu'aucune campagne présidentielle n'a été
est financé aussi généreusement parce que les Américains savent que c'est une escroquerie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Biden, vous avez dit, je vous cite, que Donald Trump et ses républicains MAGA sont déterminés à détruire la démocratie américaine. Croyez-vous que les dizaines de millions d'Américains qui sont enclins à voter pour Monsieur Trump vont voter contre la démocratie américaine? S'ils savent ce qu'il fait, oui. Plus ils savent, plus c'est vrai. Et ce n'est pas que cette affaire. Il y a d'autres affaires qui arrivent. Il y a encore plein d'accusations. Je sais qu'il a de gros problèmes qui arrivent. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un président dise qu'il va se venger? C'est quand j'étais impliqué après la mort de mon fils, j'avais dit que je n'allais pas faire de deuxième mandat. Et ensuite, on a eu ces gens avec les torches et les croix gammées dans les rues qui nous renvoyaient en Allemagne. Et puis, une jeune femme a été tuée. J'ai parlé avec sa mère. Je lui ai demandé, qu'est-ce que vous pensez de ces gens? Et elle m'a dit, ce sont de bonnes personnes. Il y a des bonnes personnes des deux côtés. Lui a dit ça. Quel président dirait que des nazis avec des torches et des croix gammées qui disent des choses antisémites sont des bonnes personnes? Si ces gens ont fait des choses bien, j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont fait. Et Trump a dit qu'ils avaient fait de bonnes choses. Trump n'a aucun sentiment pour la démocratie américaine. Jake, vous savez bien, en fait, que ça ne veut rien dire. En fait, Joe Biden simplement dit qu'en fait, c'est une exonération totale. Charlottesville, donc la jeune femme qui a été tuée, mais bon, en fait, c'était une manière pour lui d'arracher la présidence, parce qu'il n'est tout simplement pas compétent pour être président. En fait, on essaie de justifier sa présidence. Sa présidence est sans conteste la pire présidence de l'histoire des États-Unis. En fait, il n'y a même pas en fait de quoi avoir un débat. L'histoire de Charlottesville, c'est une invention. Et d'ailleurs, si vous tournez vers les médias, on voit bien que, en fait, cela n'a aucun fondement. D'ailleurs, récemment, il y a eu encore un démenti de cette version de ce qui s'est passé à Charlottesville. Joe Biden le sait. Et en fait, il a utilisé Charlottesville pour être candidat à président. Ça n'a pas été prouvé. Il n'y a qu'à écouter les enregistrements. Et c'est pas pour ça que je me suis présenté. Je me suis présenté parce que j'avais peur que ce type soit élu. Parce que s'il pensait que c'était des bonnes personnes qui sortaient de cette forêt avec ces torches, eh bien, je pense qu'il ne mérite pas d'être président. L'idée dont il parle, qu'on a inventé tout ça, on l'a vu de nos propres yeux le 6 janvier. On a vu les personnes casser les fenêtres. Son propre vice-président. Il y a une raison pour laquelle 40 de ces 44 membres de cabinet n'ont pas voulu soutenir sa candidature cette fois. Pourquoi? Parce qu'eux savent. Ils ont travaillé pour lui. Pourquoi est-ce qu'ils ne le soutiennent pas? Merci, Monsieur le Président Biden. On va revenir pour le débat présidentiel. Première pause dans ce débat en direct sur CNN entre Donald Trump et Joe Biden, et on va en profiter pour interroger nos invités sur ces premiers échanges. Je vais vous demander d'être concis car on a environ 3 minutes. Il y a eu des attaques très attendues sur l'inflation, l'immigration, l'avortement, les questions internationales où chacun s'accuse beaucoup de mensonges. On sent énormément de tension, Lise Gosset. Oui, la violence de ce débat est terrifiante parce qu'on a d'un côté un Joe Biden qui accuse Trump de mentir, d'être un pauvre type, un loser. On a un Trump qui accuse Biden d'être un criminel. On a Biden qui répond à Trump que c'est un repris de justice que nous avons sous les yeux. On a Trump qui se défend en disant « Je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec une star du porno ». Enfin, vous voyez, c'était d'une violence incroyable. Alors, sur la forme, il est clair que quand on voit Joe Biden, il a du mal à s'exprimer, il bégaye souvent. Il a eu un petit moment d'absence, un moment de répondre sur l'avortement. Il a parfois effectivement du mal à trouver ses mots, je ne sais pas si c'est des moments d'absence, mais l'image est quand même assez frappante et on voit que c'est un vieil homme, il faut le dire. Et les Américains, en voyant ça, peuvent s'interroger sur sa bonne santé. Mais sur le fond des arguments de Biden, il attaque
avec fermeté et il va au bout de ses arguments. Il y a eu des moments incroyables, notamment sur l'Ukraine. Donald Trump disant « si j'avais été président, s'il y avait eu un leader aux États-Unis, eh bien Poutine n'aurait jamais envahi l'Ukraine ». Il y a eu cette phrase de Trump sur Gaza et la guerre entre Israël et le Hamas où Trump accuse Biden de se comporter comme un Palestinien. Donc vous voyez une grande violence et un débat qui a démarré, je dirais, de façon plus qu'attendue. C'est-à-dire qu'ils sont allés directement, et même s'il y avait des micros coupés quand l'un et l'autre parlaient, et s'il n'y avait pas de public, on voit qu'il y avait quand même une très grande tension dans le studio de CNN. Paul Rehn, est-ce que Donald Trump a réussi à mettre Joe Biden en difficulté pour le moment? Joe Biden, je crois que oui, parce qu'il a forcé Biden à répéter le mensonge. Charlottesville, c'est un bon exemple de toute la présidence de Joe Biden. Charlottesville est un mensonge que Trump a dit que les nazis, c'est les bons gens. C'est un mensonge. Non, Paul, regardez le film. C'est un mensonge. S'il vous plaît, vous mentez, Paul. Désolé. Si je peux finir. Non, désolé, vous mentez aussi. Tout le monde peut voir les vidéos où Trump a dit que les nazis, je ne parle pas des nazis, il y a des bons gens, les gens qui ont voulu arrêter de prendre les statues, mais il n'a jamais parlé de les nazis. Et il a clarifié que je ne parle pas de les nazis. Donc, dans le camp Trump, on accuse Joe Biden de mensonge, et dans le camp de Biden, l'exact inverse, Fred Hoffman. Non, mais moi je pense que Biden a du mal de temps en temps s'exprimer parce qu'il est agacé par le non-stop mensonge et n'importe quoi de Trump. Je n'ai jamais entendu autant de sottises de ma vie, a-t-il dit à un moment. Non, mais franchement, non, mais moi, en tant que même pas démocrate, juste une personne éduquée, j'entends Trump, il n'arrête pas de mentir et de fabriquer des choses et juste parler de n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. On le voit. Et je pense parce que c'est impossible d'avoir un débat avec quelqu'un comme ça. C'est un taré. C'est vraiment un taré. Je suis désolé. Et il méritait tous les attaques de Biden. J'aimais bien ce qu'on a dit. He's a sucker and a loser. Parce que c'est un sucker et un loser. Hein? En plus qu'on l'a dit pour... Allez, je vous coupe. Retour au direct. On sauve le débat en direct des États-Unis. Vos premiers mandats et auxquels vous allez sans doute refaire face durant mon deuxième mandat. Président Biden, le chômage a fortement descendu, le chômage pour les personnes noires a fortement descendu. Néanmoins, il reste plus important que pour les familles blanches. Les mères noires risquent trois fois plus de risques de mourir à cause de l'accouchement. Et que vous pouvez vous dire aux électeurs noirs qui pourraient être déçus du manque de progrès? Ils reconnaissent qu'on a fait beaucoup de progrès déjà. De fait, il y a beaucoup plus de petites entreprises noires que dans toute notre histoire. Ensuite, le chômage chez les personnes noires est au plus bas. Troisièmement, nous avons aidé les Américains noirs à obtenir des logements et nous avons mis fin à la ségrégation par les entreprises qui expulsent les gens. Ensuite, il y a le choix que les familles noires doivent faire pour les enfants qui est très difficile. Donc nous avons adopté une loi qui a permis de réduire les coûts pour s'occuper des enfants, de les diviser par 2. Parce que les soins à l'enfance permettent d'augmenter la croissance économique parce que ça permet aux parents d'aller travailler. Il y a encore beaucoup à faire, mais nous en avons déjà beaucoup fait et nous allons continuer. Ils le savent. 49 secondes. Que pouvez-vous dire aux électeurs noirs qui sont déçus du manque de progrès? Mais je comprends qu'ils soient déçus. Ils souffrent encore de l'inflation. Par exemple, grâce à moi, les familles noires qui achètent une maison pour la première fois ont une réduction d'impôt de $10 000 pour les aider. Je me suis assuré qu'on est dans une situation où les familles noires, les personnes noires ont
pu supprimer leurs prêts étudiants qui augmentaient. S'ils payent leurs factures pendant 10 ans, alors le reste de prêts étudiants est effacé après 10 ans. Il y a des millions de Noirs qui vont en bénéficier. Nous allons continuer à soutenir les familles noires. Merci. Président Trump. L'inflation, c'est de sa faute. Il a dit que c'est de la faute de l'inflation, mais à qui la faute? Et c'est quelque chose, en fait, qui est très négatif pour les familles afro-américaines, mais pour tout le monde. En fait, on ne peut même plus aller au supermarché, acheter les aliments de base. C'est vraiment à cause de cette inflation dont il est responsable que des familles se retrouvent dans cette situation. Quand j'ai quitté le pouvoir, en fait, la situation n'était pas du tout la même. Tout se passait bien, il n'y avait pas d'inflation. Et en fait, avec toutes ces dépenses, l'inflation a explosé. Et c'est quelque chose qui frappe les familles afro-américaines. Et d'ailleurs, ce sont tous ces immigrants illégaux qui prennent l'emploi des Afro-Américains. On pourrait aller jusqu'à 19 et 20 millions de personnes qui prendraient l'emploi des Hispano-Américains, des Afro-Américains. On ne l'a pas encore vu, mais ce sera terrible. Il n'y avait pas d'inflation quand je suis devenu président. Vous savez pourquoi? Parce que l'économie était à l'envers. 50% de chômage. Il a complètement décimé notre économie. Voilà pourquoi il n'y avait pas d'inflation à l'époque. Il n'y avait pas d'emplois. Nous avons créé des milliers d'emplois pour toutes les communautés, y compris minoritaires. Nous nous sommes assurés qu'ils avaient accès à une assurance santé. Avec l'ASEAN, j'ai rendu disponible $8 000 par famille pour la santé. Mais lui, il veut éliminer ça. Il a essayé 50 fois et il va encore essayer s'il remporte l'élection. On est dans une situation où cette idée, on a mis plus de police dans la rue que n'importe quelle administration. Lui, il veut supprimer des postes aux forces de l'ordre. Il va détruire l'économie. Il se passe beaucoup de choses. L'inflation, c'est lui qui l'a provoquée à cause de sa malfaisance. Je vous remercie. Un autre défi est la crise climatique. 2023 a été l'année la plus chaude de toutes les années enregistrées et dans tout le pays, dans tout le monde, les pays font face aux conséquences de la chaleur, d'incendies, d'ouragans et de l'augmentation du niveau de la mer. Monsieur l'ancien président, vous avez affirmé que vous mettrez fin aux initiatives climatiques de votre concurrent, mais est-ce que vous allez agir pour ralentir la crise? Permettez-moi de revenir à ce qui a été dit précédemment. Et ces relations de proximité avec la police. En fait, tous les syndicats policiers partout aux États-Unis, en fait, me soutiennent. En fait, ce que Joe Biden a fait aux Afro-Américains, c'est vraiment horrible. Et puis, d'ailleurs, il y a l'expression super prédateur. Attention, on ne peut pas oublier ça. Et c'est quelque chose qui a été... Les Afro-Américains se sont sentis vraiment très insultés. Et puis, quant à la réforme donc, du système judiciaire, et également les universités afro-américaines que j'ai financées, et puis Tim Scott, le sénateur de Caroline du Sud, en fait, a contribué à créer des opportunités pour les Afro-Américains. C'est pour cela, d'ailleurs, que les Afro-Américains, donc, soutiennent ma campagne. En fait, Joe Biden a perdu le soutien des Afro-Américains parce que ce qu'il a fait pour les Afro-Américains est catastrophique. Pareil pour les Hispano-Américains. Et les immigrants vont se déverser par millions, clandestins vont se déverser par millions dans 38 notre secondes, pays. Monsieur le Président Trump. Est-ce que vous allez agir en tant que président pour ralentir la crise climatique? Je veux que l'eau soit d'une propreté irréprochable, que l'air soit d'une qualité irréprochable, pas de pollution. Et en fait, c'est quelque chose qu'on avait réussi à faire. Les chiffres étaient formidables. On utilisait en fait toutes les ressources énergétiques du pays. Pendant mes 4 ans de mandat présidentiel, en fait, les données environnementales étaient les meilleures possibles. Et d'ailleurs, j'en ai reparlé avec mon équipe juste avant de prendre la parole. Je ne sais pas où il était.
l'idée que quoi qu'il dise est vrai. J'ai adopté la loi la plus complète sur l'environnement de notre histoire. Et sur les collèges, les universités noires, j'ai débloqué du financement pour une université historique noire qui n'avait pas de bailleurs nécessaires pour construire des laboratoires. Tout étudiant noir peut faire ce que fait un étudiant blanc, ils ont juste besoin de financement, ils peuvent avoir ces emplois dans la technologie. Il dit qu'il a fait, il parle de l'eau la plus propre. L'eau la plus propre, il n'a rien fait pour l'environnement. Sur l'accord de Paris, moi, je les rejoins immédiatement avec l'objectif, parce que si on atteint 4,5 degrés, on ne peut pas aller en arrière. La plus grande menace existentielle à l'humanité, c'est le changement climatique. Il n'a rien fait, il veut défaire tout ce que j'ai fait. L'accord de Paris est quelque chose qui allait nous coûter 1 000 milliards de dollars. Aucune contribution de la Chine, de la Russie, etc. C'était encore une fois un très mauvais deal pour les États-Unis. Je me suis donc retiré de l'accord parce que c'était un très très mauvais deal. En fait, personne d'autre ne contribuait à la facture. C'était une catastrophe. Tout ce que Joe Biden vient de dire. Par exemple, le prix de l'insuline, il s'est flatté de l'avoir rendu abordable. Non, ce n'est pas lui, c'est moi. En fait, la situation médicale va s'aggraver à cause de l'immigration clandestine. Je me soucie du bien-être de la population. Mais, en fait, l'immigration clandestine est quelque chose qui va ruiner notre système éducatif, notre système de santé et la sécurité sociale. Medicare, Medicaid et le système de sécurité sociale sont détruits par Joe Biden. L'idée, on était le seul pays important qui ne faisait pas partie de l'accord de Paris. Alors qu'est-ce qu'on peut faire si on ne peut pas contrôler nos émissions? Nous sommes un des plus grands pollueurs du monde. J'ai fait des grands progrès. D'ici 2035, nous aurons divisé notre pollution par 2. Nous avons fait de grands progrès. Nous allons continuer à faire des progrès. Nous avons permis à des milliers de jeunes de s'engager dans des forces environnementales et nous allons dans une direction qui va pouvoir lutter contre les causes de la pollution. Il dit qu'il a le plus grand cœur sur cette scène et pour lui, la pollution, c'est important, le climat. Je n'ai vu aucune indication de cela. Et sur les médicaments, une entreprise a bien voulu réduire le prix à 35 $ volontairement quand j'ai demandé. Moi, je me suis assuré que toutes les entreprises pharmaceutiques du monde ne peuvent pas. Tous les jours, des millions d'Américains ont du mal à survivre et pour les Américains les plus âgés, la sécurité sociale est très importante. Monsieur le Président Biden, si rien n'est fait pour la sécurité sociale, les seniors vont voir leurs bénéfices coupés d'ici une dizaine d'années. Pourriez-vous donner une mesure que vous voulez prendre pour garder la sécurité sociale? On va faire payer les plus riches. Actuellement, tous ceux qui gagnent moins de 170 000 $ payent 6% d'impôts à chaque fois qu'ils reçoivent leur paye. Et moi, je propose que tout le monde paye, ou que les millionnaires payent 1%. Donc on ne va pas augmenter le coût de la sécurité sociale pour personne au-dessus de 400 000 $ par an, et au-delà de ça, on va faire payer les plus riches en augmentant à 1% pour que le programme puisse être Donc vous avez encore 82 secondes. Y a-t-il d'autres mesures que vous pourriez prendre qui pourraient aider la sécurité sociale à rester à flot? Ça devrait suffire. Et ce que je ferais si je gagne les élections, qui lui veut supprimer la sécurité sociale, il veut la faire disparaître. La sécurité sociale, Medicare, il l'a déjà essayé. Si on regarde le programme du caucus républicain, que je crois qu'il soutient, ils veulent également supprimer la sécurité sociale. Cette idée qu'on ne doit pas protéger nos personnes âgées, elle est ridicule. Les Américains ont une meilleure couverture de santé aujourd'hui que par le passé.
Et actuellement, 400 000 personnes, je veux dire 40 millions de personnes, ne sont pas couvertes parce qu'ils avaient déjà des maladies. Et il est important qu'ils puissent avoir une assurance. Et c'est grâce à l'ACA qu'ils peuvent en avoir une. Ensuite, nous sommes dans une situation où on parle d'éducation pour les communautés noires. J'ai augmenté les bourses de 8 000 $ pour quelqu'un qui gagne moins de 70 000 $ par an à une réduction de 15 000 $ par an. Lui, c'est pas de quoi il parle. Merci, Monsieur le Président Biden. Monsieur Trump. Bon, j'ai eu affaire à des responsables politiques toute ma vie. Et en fait, je suis moi-même un responsable politique depuis ces 8 dernières années. Et je n'ai jamais vu un menteur tel que Joe Biden. C'est absolument incroyable. Il vous regarde dans les yeux et il profère des mensonges. Russia, Ukraine. En fait, tout ce qu'il dit, c'est un mensonge. C'est intentionnel, non intentionnel, de la désinformation. Ce qu'il a dit par rapport à ce qu'il dit des militaires, tout cela, des mensonges, des inventions. Et la sécurité sociale, eh bien, il est en train de la détruire. À cause de l'immigration clandestine, en fait, ces migrants clandestins sont en fait en train de ruiner les vies de citoyens américains. Ils vivent dans des hôtels de luxe alors que nos vétérans vivent dans la rue. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui va se payer. Il y a beaucoup de dans le pays. L'idée que les vétérans, je le disais plutôt, quand je disais perdant et nul, il a reconnu après qu'il avait viré le général. Il a viré ce général parce que c'est lui qui a dit que Trump avait dit ça. C'est lui qui était à côté de Trump quand il a dit qu'ils étaient des perdants et des nuls. Deuxièmement, cette idée qu'on va être dans une situation où ces millions et millions, comme il en parle, d'étrangers qui arrivent dans le pays, qui nous volent les emplois. Il y a une raison pour laquelle notre économie est celle qui connaît la meilleure croissance au monde, que nous sommes la meilleure et la plus forte économie au monde, que notre situation est la meilleure au monde. Les 15 prix Nobel qu'ils critiquaient tout à l'heure, eh bien, ils ont tous dit que si Trump était réélu, il y aurait une récession et que l'inflation continuerait d'augmenter. Pire président de l'histoire. 149 spécialistes ont voté pour Trump comme pire président de l'histoire de l'Amérique. Merci, Monsieur le Président Biden. Passons maintenant au coût d'élever ses enfants. Monsieur le Président Trump, vous et Monsieur Biden avez essayé de vous attaquer à ce problème, mais le coût de s'occuper de ses enfants a augmenté à 11 000 $ par an pour de nombreux enfants. Le coût pour 2 enfants est plus élevé que le loyer. Pendant votre deuxième mandat, que feriez-vous pour que ce soit plus abordable ? Alors, il faut que je revienne un peu en arrière. Donc, le général a été poussé à la démission parce qu'en fait, il était incompétent. Et on a un très grand nombre de hauts gradés militaires qui disent que je n'ai jamais dit ça. Et en fait, Joe Biden, lui, ne pousse jamais personne à la démission. Oui, effectivement, j'ai poussé à la démission Comey, j'ai exigé des démissions au FBI. Non, c'est pas facile d'exiger une démission. L'incompétence est la raison. Alors que Joe Biden, lui, en fait, il n'y a jamais de licenciement, jamais de démission. En fait, tout responsable militaire qui a eu affaire de près ou de loin à cette catastrophe, ce désastre du retrait américain d'Afghanistan aurait dû, en fait, quitter leur poste. Est-ce que qui que ce soit a dû démissionner, qui est responsable de la passoire qu'est notre frontière maintenant, alors que tous ces migrants qui sortent de prison, qui sortent de l'hôpital psychiatrique, inondent notre pays. Joe, notre pays, en fait, est en train d'être détruit alors que nous sommes en train de débattre et de perdre notre temps à débattre. Et en ce qui concerne le pire président, oui, bon, enfin, c'est comme la cour de récréation. Je le dis, il le dit. Non, il est responsable de la destruction de notre pays. Et là, maintenant, tout d'un coup, il se réveille par rapport à la frontière avec le Mexique. Alors qu'il n'a rien fait pendant des années. Mais ce qu'il fait, c'est en fait rien du tout, une goutte d'eau. Il veut en fait que les frontières soient ouvertes et quelque part, il veut que notre pays périclite.
il faut réagir. Si c'est lui qui gagne l'élection présidentielle, alors notre pays, en fait, n'a pas la moindre chance de sortir de cette ornière. En fait, d'ailleurs, notre pays, on pourra oublier notre pays. C'est le pire Merci, Monsieur le Président Trump. Monsieur Biden. Nous sommes le pays le plus admiré au monde. Nous sommes les États-Unis d'Amérique. Il n'y a rien qui dépasse nos capacités. Nous avons la plus grande armée de l'histoire. La plus grande histoire. Personne ne nous trouve faibles. Personne ne veut s'attaquer à nous. Personne. Ensuite, on parle de pire président. Moi, ce n'est pas une blague. Allez voir sur Internet. 159 ou 58, je ne me souviens plus très bien, historiens de présidents des États-Unis ont voté pour le pire président de l'histoire américaine. Ils les ont classés et ils ont mis Trump comme le pire président de toute l'histoire américaine. Ça, c'est un fait. Il peut dire l'inverse, mais c'est le résultat du vote. Ensuite, la garde des enfants. Il n'a rien fait, lui. Nous avons augmenté les réductions d'impôts pour les enfants, pour les parents célibataires pour qu'ils puissent retourner au travail. Nous encourageons les Merci, Monsieur le Président Biden. Monsieur Trump, qu'est-ce que vous feriez pour que ce soit plus abordable d'élever ses enfants? Oui, il faut comprendre la chose suivante. Il y a des sondages et il y a en fait un grand nombre de sondages qui disent que c'est le pire président. Et alors que moi, je suis un des meilleurs présidents selon ces sondages. Et si on me redonne le pouvoir pendant 4 ans, je vais faire encore mieux. Personne n'a pris les mesures économiques que je faisais. Mon rival, il veut augmenter les impôts. Il veut quadrupler les impôts. Alors, et il veut que les réductions d'impôts dont j'ai décidé expirent. En fait, c'est inouï. Toute ma vie, j'ai entendu des responsables politiques dire qu'il fallait baisser les impôts. Et en fait, quand on baisse les impôts, eh bien, en fait, cela veut dire que Apple et les grandes multinationales rapatrient leurs fonds. Bon, le fait est qu'il a tort. Il a augmenté, ou il augmentera les impôts pour la classe moyenne. Moi, j'ai dit que je n'augmenterai jamais les impôts pour les foyers qui gagnent moins de 400 000 $ par an. Ensuite, cet argent qui arrive dans le pays, ça coûte 2 500 $ par an de plus parce qu'ils vont devoir payer ces tarifs et ces taxes à l'importation, notamment sur la nourriture. Ensuite, il parle, il a dit qu'il a aidé la classe moyenne. La classe moyenne, elle a été dévastée par sa présidence. Maintenant, vous voulez supprimer les impôts encore sur 10 ans, ce qui va faire faillite dans le pays. C'est le plus grand déficit de l'histoire de la présidence américaine sous Trump. Deuxièmement, Trump n'a fait aucun progrès avec la Chine. Nous avons le pire déficit commercial avec la Chine depuis 2010. Merci, Monsieur le Président Biden. Parlons maintenant d'une épidémie qui touche de millions d'Américains. Vous en avez fait une priorité, la crise des opioïdes. Le nombre d'overdoses dans ce pays n'a cessé d'augmenter durant votre présidence et également durant votre présidence. Monsieur le Président Trump, malgré les efforts que vous avez faits, plus de 100 000 Américains meurent d'overdose, notamment de fentanyl et d'autres opioïdes. Que voulez-vous faire pour aider les Américains à sortir de la dépendance? Pour terminer, c'est maintenant qu'on a le déficit le plus important de l'histoire de notre pays, et notamment la balance commerciale avec la Chine. Il est financé par la Chine. Et donc, c'est pour cela qu'il ne veut rien faire par rapport à la Chine. Mais vous avez vu, en fait, les droits de douane que j'ai imposés avec la Chine, en fait, il les a conservés. Et il ne peut pas, parce que cela, en fait, est quelque chose qui est trop favorable. Nous avons sauvé la sidérurgie américaine. Et d'ailleurs, on va continuer dans cette direction. Les droits de douane, il les a maintenus. Et pourtant, il a le plus grand déficit de notre pays. Et la situation la pire imaginable avec la Chine. En fait, la Chine va être propriétaire des États-Unis si on laisse faire. Joe, en fait, ils vont détruire le pays.
Monsieur le Président Trump, vous avez 67 secondes. La question avait trait à la façon dont vous voulez aider les Américains qui sont dépendants, qui ont du mal à avoir les traitements qu'il faut. Jake, pour ce qui est de la toxicomanie, en fait, ça se passait très bien sous ma présidence. Et la trajectoire était très, très positive. On faisait mieux que n'importe quel autre pays. D'ailleurs, les frontières, la porosité de la frontière a permis que les États-Unis soient inondés de drogue. Et on a utilisé des chiens renifleurs et c'est cela qui a permis de réduire l'entrée de drogue sur le territoire des États-Unis. Et maintenant, ce n'est pas simplement les 80 millions de toxicomanes. Les quantités de drogue ainsi que la traite d'êtres humains, de femmes qui traversent nos frontières, mais c'est incroyable, c'est scandaleux. On n'a jamais vu en fait une frontière aussi faible. Notre frontière est absolument submergée. Président Trump, merci. Le fentanyl et les produits fentanyl ont baissé récemment et on a commandé ces machines qui détectent le fentanyl à la frontière. Ça coûte cher et ça fait partie de cet accord bipartisan que l'on a signé. Plus de machines pour détecter le fentanyl, plus de machines pour détecter les drogues, les médicaments, plus d'agents, plus de personnel. Et on avait cet accord. Et Trump a appelé ses républicains pour leur dire de ne pas le faire, ça, que ça allait lui faire du mal politiquement. Il n'a jamais dit que ce n'était pas un bon projet de loi. C'en est un bon projet. On a besoin de ces machines. On travaille en Asie notamment avec les producteurs de fentanyl pour s'assurer qu'ils n'ont pas les technologies nécessaires pour fabriquer du fentanyl. Nous avons besoin de ces machines. Merci, Monsieur le Président Biden. Monsieur Trump, la question avait trait aux Américains qui souffrent des affres de la dépendance et qui n'ont pas accès au traitement. Oui, c'est lié. Bon, il a parlé du Mexique. Et en fait, on n'agit pas sur la production au Mexique. On a eu des négociations vraiment très dures avec le Mexique. Et c'est un peu comme pour les otages, on dépense 6 milliards. Maintenant, on a un otage, c'est un journaliste du Wall Street Journal. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il est otage? Parce que Poutine se moque de Joe Biden et demande des milliards de dollars, alors que moi, je vais m'assurer qu'il soit libéré très rapidement, même avant que la présidence ne me soit rendue. Dès que je remporte les élections, ce journaliste va sortir de prison. Mais Poutine demande pour le moment à ce que des milliards soient versés, parce que c'est à chaque fois c'est la stratégie de Biden. C'est 6 milliards pour 5 personnes libérées, moi 50 personnes pour rien. Passons à présent aux préoccupations de nos électeurs à vos sujets. Président Biden, vous allez avoir 86 ans à la fin de votre second mandat. Et comment réagissez-vous à vos préoccupations concernant vos capacités à gérer ce travail? Bien, tout d'abord, j'ai passé plus de la moitié de ma carrière à être critiqué parce que j'étais le plus jeune dans la politique. J'étais le deuxième plus jeune élu au Sénat. Maintenant, je suis le plus vieux. Lui, il a 3 ans de moins et beaucoup moins de compétences. Il suffit de regarder mon historique, tout ce que j'ai su faire. Regardez ce que j'ai fait à partir de la situation qui m'a laissé. 15 millions d'emplois, plus d'investissements en Amérique, des millions, des milliards de dollars d'investissements privés. Nous sommes en pleine croissance. Ensuite, il y a les puces informatiques. On les a inventées. On les a perdus parce qu'il a envoyé les emplois à l'étranger. Donc moi, je suis allé en Corée du Sud. Je les ai convaincus d'investir ici, aux États-Unis. Et aujourd'hui, ces usines pour ces puces informatiques, elles payent très bien et il n'y a pas besoin d'avoir des grands diplômes. Il y a plus de 4 milliards de dollars qui ont été investis dans des infrastructures de fabrication de puces et qui créent des emplois aux États-Unis. Il vous reste 40 secondes. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Cette idée
que nous sommes un pays en faillite. Je n'ai jamais entendu un président parler comme ça de son pays. Le monde nous envie. Nommez-moi un président qui n'aimerait pas être le président des États-Unis. Nous sommes le pays des opportunités, le pays qui a le plus de progrès, qui est le plus fort, qui tient sa promesse. Tout le monde a confiance en nous, tous nos alliés. Alors que lui, ses copains, Kim Jong-un, Poutine, eux, ils ont peur de nous. Merci. Monsieur l'ancien président, vous auriez 82 ans à la fin de votre éventuel deuxième mandat. Que direz-vous aux électeurs qui pourraient être préoccupés quant à vos capacités? Alors en fait, j'ai réussi 2 tests cognitifs, alors que Joe Biden, lui, ne se soumet pas à des tests cognitifs, même pas un seul. Je pense que même 5 questions, ce serait déjà trop pour lui. Moi, j'ai passé des tests médicaux également, donc des tests cognitifs. C'est incontestable que je suis en très bonne santé. J'ai remporté 2 championnats, et même pas pour la catégorie des personnes âgées, au golf. Alors que lui, en fait, il ne peut même pas pousser la balle pour 50 mètres. Moi, je me trouve en aussi bonne forme qu'il y a 20 ou 30 ans, et j'ai sans doute même perdu du poids. Donc, vraiment, je me sens en pleine forme. Moi, j'étais tout à fait disposé, je voulais me soumettre à un test cognitif. Et d'ailleurs, il y a eu les examens médicaux donc à la Maison-Blanche, et les médecins de la Maison-Blanche disent que j'étais en super forme. On voit qu'il fait 6'5" et 235 livres. 2 mètres combien? Bon, bref. Bon, il suffit de comparer ce qu'il dit et l'apparence qu'il a. On peut faire un concours de golf. Moi, mon handicap, quand j'étais vice-président, c'était 6. Et je t'ai dit avant, on peut faire une partie de golf si tu... Oui, alors il parle de son handicap au golf. J'avais un handicap 6. Je connais votre swing. Président Trump, Ça devient puéril. Tu es un enfant. passons aux préoccupations spécifiques des électeurs à votre sujet, Monsieur l'ancien président Trump. Est-ce que vous pouvez vous engager aujourd'hui que lorsque toutes les difficultés juridiques auront été résolues, vous accepterez les résultats de l'élection, quel que soit le résultat? Et est-ce que vous êtes prêt à dire maintenant que la violence politique sous toutes ses formes est inacceptable? En fait, cela tombe sous le sens, je ne devrais même pas avoir le dire. Bien entendu que la violence politique est inacceptable. D'ailleurs, revenez à mes déclarations sur Twitter, mes publications sur Twitter et d'autres encore. En fait, vous verrez que c'est incontestable. Regardez aussi mes discours, les discours devant des foules innombrables. D'ailleurs, personne ne reconnaît cela. En fait, on dit qu'il y a eu un petit nombre de personnes au Capitole. Et donc, Nancy Pelosi a reconnu que c'était de sa responsabilité, que ce n'était pas de ma faute ce qui s'est passé le 6 janvier. Si l'élection est équitable, et je le souhaite vraiment ardemment, eh bien, oui. En fait, franchement, j'aimerais bien que Joe Biden soit un formidable président, parce que je ne serais pas là à devoir débattre, être candidat. Mais en fait, il a lancé du harcèlement judiciaire contre moi. Moi, je préférerais que Joe Biden soit un grand président. Je suis content d'être ici, mais en fait, c'est parce qu'il est si nul que je dois reprendre du service afin de restaurer la grandeur de l'Amérique. Cette grandeur de l'Amérique, elle est compromise en ce moment. Et pourquoi? À cause des politiques de Joe Biden. Ces politiques militaires sont absolument insensées et ces autres politiques sont catastrophiques. En fait, avec Joe Biden, on ne sortira jamais de la guerre. Et d'ailleurs, on est beaucoup plus proche de la Troisième Guerre mondiale qu'on ne l'a jamais été. Et c'est de sa faute. Kim Jong-un, le président Xi, donc Kim Jong-un, la Corée, président Xi de Chine, ne respectent pas Joe Biden, ne le craignent pas. Il n'y a aucune affinité. Et en fait, à cause de ces actions, on est au bord de la Troisième Guerre mondiale. Si vous voulez une Troisième Guerre mondiale, laissez Trump
s'occuper de l'OTAN. On a l'article 5. Une attaque contre un des pays, c'est une attaque contre tous les pays. Cette idée, je ne peux pas imaginer un dirigeant mondial qui ne voudrait pas avoir ma position aujourd'hui. Nous sommes une nation puissante grâce à son peuple, le peuple américain qui est capable de tout et qui répond toujours à l'appel. Aujourd'hui, l'appel est là. Nous devons protéger le monde. Voilà, si vous voulez une guerre, laissez Poutine prendre l'Ukraine et ensuite regardez la Pologne, la Hongrie. Là, il y aura une guerre. Président Trump, je me tourne vers vous pour une deuxième question. La question est donc, est-ce que vous allez être prêt à accepter les résultats de l'élection, quel que soit le résultat? Permettez-moi simplement de réagir à ce que vient de dire Joe Biden. La Russie. Alors en fait, sous Bush, sous Obama, sous Biden, ils ont conquis des territoires. Sous Trump, non, aucune conquête de territoire parce que Poutine savait, et alors qu'on avait de bonnes relations, qu'il ne fallait pas me pousser. Et là, avec Biden, en fait, il va prendre tout ce qu'il veut. La guerre avec l'Ukraine n'aurait jamais dû avoir lieu. Et si j'avais été président, cela n'aurait pas eu lieu. Poutine va s'emparer de l'Ukraine. En fait, Biden a mis les États-Unis dans une position si mauvaise parce que, en fait, Biden dit que non, il n'y aura pas d'accord avec la Russie, alors même qu'en fait, on est dans une impasse, que cette guerre est dans une impasse. Il y a eu tant de soldats morts, il y a eu des villes magnifiques détruites avec des bulbes orthodoxes, des églises. Président Trump, la question était, est-ce que vous accepteriez les résultats de l'élection, quel que soit ce résultat, oui ou non? Si l'élection est équitable, si elle est juridiquement solide, oui, absolument. Mais je n'ai pas pu accepter les précédents résultats. Il y avait des fraudes. C'était vraiment une échelle ridicule. Mais oui, vraiment, c'est ce que je souhaite de tout cœur. Pour moi, il est bien plus facile d'accepter le résultat d'une élection équitable. En fait, je n'allais pas être candidat alors que, en fait, je pourrais prendre du bon temps, être en vacances, etc. Mais Joe Biden fait un travail si mauvais que je suis obligé d'être candidat à la présidentielle. Mais donc, malheureusement, je n'ai pas le choix. Et d'ailleurs, le peuple américain comprend la situation. On n'a qu'à voir les chiffres à la fin de l'élection. Tu fais que te plaindre. Quand tu as perdu l'élection, tu as fait des appels et des appels. Aucun tribunal américain a déterminé que ces plaintes étaient fondées. Aucune. Mais tu continues à répandre ces mensonges sur le vol et la fraude. Il n'y a aucune preuve de cela. Laisse-moi te dire, je ne pense pas que tu vas accepter le résultat de l'élection, parce que tu te plains tout le temps. Tu ne supportes pas de perdre quelque chose qui s'est brisé en toi quand tu as perdu. Nous allons revenir dans quelques instants pour ce débat présidentiel de CNN. La suite et la fin de ce débat entre Joe Biden et Donald Trump dans un instant. Retour en plateau à Paris, donc, pour ce débat très tendu, on le voit, entre les deux candidats. Fred Hoffman, vous disiez tout à l'heure en antenne, je n'ai jamais vu un truc pareil. Non, mais il est fatigant, ce mec. Mais vous parlez de Donald Trump? Pour moi, c'est pas un débat, pour moi. Vous entendez une chose positive de la bouche de Trump? Il n'y a que des choses négatives. Il n'y a pas une chose, lui est le meilleur du monde, comme d'habitude. Et non-stop, c'est incroyable. Je suis sur un site, là, Fact Check. Le nombre de mensonges, c'est... bref. Mais je trouve que c'est difficile pour Biden parce qu'on ne peut pas parler avec je vais utiliser le mot, un taré comme ça. Je suis désolé. Ouais. Paul Rehn, Donald Trump, il semble plus à l'attaque que Joe Biden. Oui, parce que quand on est en face à quelqu'un qui fait que les mensonges... Oui, Trump devient un peu plus direct, oui. On peut dire que c'est que Trump qui fait les mensonges, mais si. On verra que Biden a fait énormément de mensonges. Ulysse Gosset, qui est le plus convaincant là pour le moment? Écoutez, Biden, au début du débat, a eu des problèmes d'expression.
on peut le dire et on l'a vu, l'image est parfois saisissante et inquiétante parce qu'effectivement, il a eu des phrases chevrotantes, du mal à s'exprimer. Alors que l'un des enjeux du débat était bien de montrer qu'il était suffisamment en forme pour un deuxième mandat. Trump l'a mis au défi de subir un test cognitif pour savoir s'il était en bonne santé. Donc ça, c'est sur la forme très important. Sur le fond, Trump n'a cessé d'accuser Biden d'être le pire président de toute l'histoire. Il l'a même reproché d'avoir déclenché finalement la guerre en Ukraine et il a dit « vous nous menez à la 3e guerre mondiale ». Donc c'est outrancier comme accusation, évidemment. De son côté, Biden affirme qu'il a un bon bilan, qu'il a réussi à mettre l'Amérique sur la bonne voie. On voit quand même que la bonne forme de Trump face à un Biden hésitant, pour l'image, je dirais que Trump en impose et que Biden apparaît quand même affaibli et hésitant. Et néanmoins, si vous voulez, il a dit lui aussi qu'il avait en face de lui, Biden, il avait un Trump repris de justice. Un Trump qui ment, un Trump qui déforme la réalité. Donc pour les Américains ce soir, c'est très difficile parce qu'ils ont un président qui est vraiment trop âgé et ils ont un autre candidat qui est finalement accusé d'être un criminel et qui d'ailleurs a été reconnu coupable devant la justice américaine. C'est un choix, je dirais pas impossible, mais c'est peut-être le plus difficile ou le pire choix auquel ils sont confrontés. Et il faut d'ailleurs le dire, la majorité des Américains souhaiteraient qu'il y ait d'autres candidats pour éventuellement arriver à la Maison-Blanche. C'est la première fois dans une élection présidentielle américaine que les candidats sont aussi âgés, on le précise. Oui, c'est une première, absolument. 81 ans d'un côté, 78 ans de l'autre. C'est juste jamais vu. C'est juste, je fais un petit rappel que George Bush et Hillary Clinton, lors de l'investiture, parlaient entre eux et George Bush a dit « That's some crazy shit ». Et en fait, c'est ça ce soir. Traduction en français. C'est une espèce de merde complètement folle, quoi. Excusez-moi. Paul Rhin, qui va gagner ce débat, selon vous? Je crois que le monde va voir en 10 secondes. Que Trump a gagné, ouais. Pour moi. Dès à présent, vous pensez que Trump a gagné? C'est pas un débat. Et Trump a parlé. Allez, retour au direct. Les gens peuvent dire que retour au direct et on en reparle juste après. Joe Biden. Déclaration de conclusion. On va commencer avec Monsieur Biden. Vous avez 2 minutes. Nous avons fait d'excellents progrès à partir de la catastrophe que nous a laissée le président Trump pendant son mandat. Nous sommes dans une situation où, déjà, nous devons nous assurer que le système fiscal est juste. Je vous demande, à vous, Américains qui regardez ce débat, est-ce que vous pensez que le système fiscal est juste? Les impôts sont-ils justes? Quand je vous dis que personne en dessous de 400 000 $ par an ne verra d'augmentation dans ses impôts, si je suis élu à nouveau, ça sera encore le cas. Alors que lui, il a augmenté vos impôts à cause du déficit. Il a augmenté l'inflation à cause de la situation catastrophique de l'économie. Et on est dans une situation où lui veut augmenter vos impôts avec des droits de douane de 15% sur tout ce qui arrive en Amérique. Par exemple, il veut se défaire du Medicare et de la possibilité à négocier avec les entreprises pharmaceutiques. Eh bien, nous, on a fait baisser le prix de l'insuline à 35 $. C'était 400 avant. Jamais plus de 2000 $ pour nos seniors. Et vous savez ce que ça a fait? Ça a réduit la dette de 160 milliards de dollars sur 10 ans. Parce que le gouvernement n'a plus besoin de payer des prix exorbitants. Je vais appliquer ça à toutes les personnes âgées. Et ensuite, tous les Américains. Lui veut se débarrasser de ce système. Nous allons nous assurer que nous avons des soins pour les enfants, augmenter les réductions d'impôts pour les gens qui ont des enfants. Nous allons travailler sur les tuyauteries en plomb et toutes les autres sources de problèmes de santé à travers le pays. Nous allons continuer à nous battre contre l'inflation pour aider les gens. Biden. Monsieur le Président Trump, vous avez 2 minutes. Comme
un grand nombre de responsables politiques, en fait, on n'entend que des promesses vides de la part de Joe Biden. On va faire ci, on va faire ça, on va baisser les impôts. En fait, il ne fait rien de tout cela. Tout ce qu'il fait, c'est en fait favoriser l'insécurité en permettant des millions d'immigrants d'entrée clandestins d'entrer dans notre pays. Il n'a pas le respect de nos forces armées à l'Afghanistan. Israël, ça n'aurait jamais en fait dû se passer. L'Iran, par exemple, tous ceux qui avaient des relations commerciales avec l'Iran ne pouvaient pas faire de relations commerciales avec les États-Unis. Et donc les flux financiers qui ont bénéficié au Hamas n'auraient pas dû avoir lieu. Et pour l'Ukraine, pareil. En fait, les Palestiniens se soulèvent et protestent. En fait, tout cela, c'est 1000 fois Charlottesville. Et le président Biden n'est pas respecté à l'étranger. Ce que nous avons fait sous mon gouvernement a été de reconstruire le militaire. Nous avons eu les plus fortes baisses d'impôts, la plus forte baisse de contraintes réglementaires. En fait, s'il a pu créer des emplois, c'est justement à cause de l'allègement des charges du cadre réglementaire. En fait, nous avons fait des choses qui n'avaient jamais été vues. Et d'ailleurs, sur le plan médical, en fait, maintenant, quand on est en phase terminale, on peut être soigné plutôt que d'aller en Chine ou en Europe. Ce que nous avons fait pour les forces armées, c'était vraiment formidable. Maintenant, donc, les soldats peuvent être soignés. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que, en fait, les vétérans ont dit que j'avais donc un grand taux d'approbation. Je vais rendre sa grandeur à l'Amérique. Président Trump, président Biden, restez avec nous. Nous allons avoir une analyse de ce débat. Alison Cooper et Aaron Burnett vont nous commencer maintenant sur CNN.